Bonjour, dans ce module nous allons voir la quantification et la résolution. Donc si on regarde la quantification, je rappelle, c'est comment on code l'information, les valeurs, les couleurs dans notre image. On va essayer de regarder un petit peu ce que ça change de coder l'information sur plus ou moins de bits, c'est-à-dire des images qui prennent plus ou moins de place en pratique. Donc quand on regarde, là j'augmente à chaque fois de 2 à 16 bits le nombre de bits qui sont utilisés pour encoder l'information. Et donc forcément, quand on est sur 2 bits, on est sur une image binaire. L'image est soit en noir, soit en blanc. Et puis quand on va augmenter progressivement le nombre de bits, forcément ça augmente quadratiquement le nombre de valeurs possibles. Donc sur 2 bits, on va avoir 4 valeurs possibles, 4 niveaux de gris possibles. Et donc vous voyez la quantification qui diminue assez fortement quand on regarde cette échelle. Au départ, on voit une frontière très ferme entre le noir et le blanc. Et puis au fur et à mesure qu'on va augmenter le nombre de bits utilisés pour stocker l'information, cette frontière va diminuer progressivement. Maintenant, on va regarder ce qui se passe en pratique sur une image. Donc si je prends cette image que vous devez reconnaître a priori, on a l'image en couleur à gauche, une image convertie en niveau de gris au milieu, et puis voilà ce qui se passe quand on encode l'information en niveau de gris sur plus ou moins de niveaux. Donc sur 32 niveaux, on voit relativement peu de différence avec une image qui au milieu est codée sur 255 niveaux. Par contre, lorsque je baisse progressivement, donc 16 niveaux, puis 8 niveaux, c'est-à-dire 3 bits, et enfin 4 niveaux, et même 2 niveaux, donc une image binaire, on voit que l'information se dégrade très rapidement. Donc, plus on va utiliser de bits pour encoder l'information, plus on va avoir de détails dans notre image, plus on va avoir de nuances, de niveau de gris ou de couleur. Mais bien sûr, ça a aussi un effet qui est que plus on va utiliser de bits pour encoder chaque pixel, plus le fichier va être lourd. Donc si on regarde un calcul très simple, si on prend une image 512 par 512 et qu'on regarde la taille du fichier final sans aucune compression de l'information, bon, si on a une image 512 par 512, ça nous fait 512 fois 512 pixels, fois 1 bit si on a une image binaire. On divise par 1024 pour avoir des kilobits, et donc par 8 pour avoir des kilo-octets. Donc ça nous fait une image de 32 kilo-octets pour une image binaire de taille 512 par 512. Si on passe à 2 bits, forcément on multiplie par 2, vu qu'on va avoir 512 fois 512 fois 2 cette fois-ci, divisé par 1024, puis divisé par 8 pour avoir des kilo-octets. Donc on a multiplié par 2, on a 64 kilo-octets. Sur un octet, donc les images classiques, celles qu'on a vues jusqu'à présent, qui vont être codées sur des entiers entre 0 et 255, on va être à 256 kilo-octets. Et enfin, quand on augmente, par exemple sur 3 octets pour une image RGB, on va être à 758 kilo-octets. Et la chose que je voulais vous montrer, c'est que on a dit, on peut encoder des images sur des entiers, mais aussi sur des nombres flottants. Par exemple, un flottant sur un système 64 bits, ça va nous donner une image qui fait à peu près 2 mégaoctets, et si on a une image RGB même, on va être sur une image à 6 mégaoctets. Et ce que je veux que vous reteniez, c'est que ça, c'est le comportement par défaut qu'on va avoir avec NumPy. C'est-à-dire que lorsque en TD, vous créez une image, si vous ne précisez pas le type que vous voulez que votre image ait, eh bien cette image va avoir 2 mégaoctets ou 6 mégaoctets selon le nombre de canaux que vous avez utilisé. Ce qu'on peut noter, et c'est assez logique, on a une relation qui est linéaire par rapport à la quantification. C'est-à-dire, on avait vu, quand on passait d'un bit à 2 bits, la taille de l'image était multipliée par 2. Maintenant, on va faire la même expérience, mais cette fois-ci pour l'échantillonnage. Donc l'échantillonnage, c'est ce qui est lié à la résolution, qui va influencer sur la résolution de notre image. Je rappelle encore une fois, attention à ne pas confondre la résolution
Et la taille de l'image, la résolution, c'est l'information qu'on peut distinguer, l'information spatialement qu'on peut distinguer. On va voir un exemple tout de suite. Je vous mets une image c'est une image aérienne avec ce qu'on appelle une ground sampling distance, donc une distance d'échantillonnage au sol, qui a une forme de résolution de 250 mètres. Ça veut dire que sur cette image, on ne sera pas capable de différencier les objets qui font de moins de 250 mètres. Un objet de 250 mètres, finalement, est contenu dans un pixel. Donc sur cette image, on ne va pas être capable de différencier ces objets. Et lorsque on augmente progressivement cette résolution, par exemple pour placer à 60 mètres, on voit qu'on commence à voir des formes apparaître. Vous avez l'image ici, et puis ici, un zoom sur cette image. Je vous ai mis ça, vous pouvez essayer de jouer à deviner quelle sera l'image qui apparaîtra. C'est beaucoup plus simple lorsqu'on augmente encore une fois la résolution, cette fois-ci à 10 mètres. Donc là, ça veut dire que, on voit tout de suite que c'est une image aérienne, on voit apparaître les bâtiments, commencer à apparaître les bâtiments, vous voyez apparaître la Seine, peut-être vous avez reconnu le Louvre et les Tuileries, on voit les informations apparaître progressivement. Et donc, ici, on va reconnaître les objets qui font au moins 10 mètres. Par exemple, c'est le cas des ponts qu'on voit ici. Les ponts vont faire plus de 10 mètres de largeur, et donc on va les voir apparaître. Enfin, la même image, lorsqu'on est à 20 cm de résolution, et là on voit dans le zoom qu'on voit apparaître beaucoup plus de détails. Par exemple, on voit cette fois-ci très nettement les voitures. Ok, donc l'échantillonnage, c'est cette opération de changer la résolution. On l'a vu lors du premier cours. Lorsqu'on veut rendre l'échantillonnage plus fin, on va parler d'upsampling, ou de suréchantillonnage en français. Et lorsqu'on veut réduire la résolution de l'image, c'est une opération dite de downsampling, sous-échantillonnage en français. Donc, la chose qu'il faut retenir, c'est que si vous avez une image qui a été acquise avec une certaine résolution, en faisant de l'upsampling de manière naïve, vous n'allez pas être capable d'ajouter de l'information, parce que l'information, elle a été acquise par l'image, au moment vous avez pris votre photo, par exemple. On ne va pas réussir à ajouter de l'information de manière physique. Par contre, avec la reconnaissance de forme, et il y a plein de chercheurs qui travaillent sur le sujet, on va être capable, éventuellement, d'ajouter des détails qu'on va pouvoir, en quelque sorte, interpoler. C'est-à-dire, on va pouvoir essayer de deviner des détails. Je vous donne un exemple. Admettons qu'on ait cette image à gauche. On arrive à voir, nous, naturellement, que, a priori, c'est un cercle. Donc on peut essayer de faire des méthodes qui vont reconnaître que ça va être un cercle, et donc augmenter la résolution, suréchantillonner, en gardant un cercle. Donc ça, c'est des techniques un petit peu plus avancées, mais vraiment retenez que lorsqu'on fait de l'upsampling, on n'arrive pas à ajouter de l'information. Par contre, l'inverse, quand on fait du downsampling, quand on réduit la résolution, qu'on sous-échantillonne, là, on a une perte d'information. Si vous ne gardez pas l'image originale, lorsque vous réduisez la résolution, vous perdez de l'information. Je vous disais qu'on peut le faire avec la reconnaissance des formes. Je vous ai montré un exemple très simple. Un exemple peut-être un petit peu plus complexe qui utilise des réseaux de neurones pour faire cette opération de suréchantillonnage. Vous avez une image originale qui est présentée à gauche ici, et on a un zoom qui est le rectangle rouge. Et donc dans cet article, les auteurs utilisaient une technique classique pour faire de l'upsampling qui est la déconvolution, et comparer avec leur technique qu'ils proposent, qui est une méthode basée sur les réseaux de neurones. Si vous regardez dans le détail, on n'a pas forcément... en tout cas, les différences ne sautent pas forcément aux yeux, mais vous voyez quand même qu'avec la déconvolution, on va avoir, par exemple, ici, une zone de flou. Ici, on va avoir des artefacts. Avec leur méthode, on arrive à avoir quelque chose qui est un petit peu plus net. Donc, ces techniques pour augmenter la résolution d'une image, c'est des choses qui sont assez complexes, mais c'est possible.
Maintenant, je voulais reprendre un petit peu ce qu'on a vu pour la quantification et essayer d'appliquer le même principe à l'échantillonnage. L'échantillonnage, ça va donc influencer sur la résolution de l'image, ce qu'on peut distinguer. Et donc, lorsque on a un espace fixé, c'est-à-dire si je prends une zone que je veux photographier, si je veux avoir un échantillonnage plus fin, je vais avoir une meilleure résolution. Je vais être capable de distinguer plus d'objets. Mais bien sûr, plus j'augmente la résolution, plus mon échantillonnage est fin, plus mon fichier va avoir une taille qui est importante. Donc, reprenons ce tableau, et cette fois-ci, regardons l'échantillonnage qui ici est la taille de l'image en fait. Vous avez pour une taille d'image de 32 par 32, 32 pixels par 32 pixels, vous allez avoir une image qui fait 32 x 32 fois, si on a un octet RGB, un octet x 3, 3 canaux, donc 3 kilo-octets à peu près. 3 kilo-octets pour une image 32 par 32 si on ne fait aucune compression. Lorsqu'on a une image qui est 64 par 64, cette fois-ci on va avoir 64 x 64 x 1 x 3, ça nous fait 12 kilo-octets. Et puis on voit que lorsqu'on augmente, donc là j'avais multiplié par 2 chaque côté de l'image, là je multiplie encore par 2, et ça va faire que je vais multiplier par 4 la taille de mon image RGB. Et ainsi de suite, jusqu'à une image 2048 par 2048, qui n'est pas énorme, hein, on est sur du 4 mégapixels, ça va nous faire une image qui fait à peu près 12 mégaoctets. Donc cette fois-ci, on a une augmentation qui va être quadratique par rapport au côté de l'image. Donc on se souvient, pour la quantification, on avait une augmentation qui était linéaire avec le nombre de bits qu'on utilisait pour stocker l'information. Cette fois-ci, l'échantillonnage, par rapport au côté de l'image, forcément, comme c'est des images carrées, en tout cas ici on considère des images carrées, le côté de l'image, ça va, si j'augmente le côté de l'image, je vais l'augmenter sur les deux dimensions, donc je vais avoir une augmentation qui est quadratique de la taille de mon image par rapport au côté de l'image. Maintenant, je voulais revenir un petit peu sur les effets de l'échantillonnage, parce que finalement c'est quelque chose qui va être important dans le traitement des images. Si je veux traiter une image, j'ai besoin d'avoir de l'information qui est disponible sur cette image, qui est encodée dans l'image. Et donc, l'échantillonnage va avoir un effet direct sur ce qui est mesurable. Par exemple, admettons que je veux, il y a une typo, estimer l'aire d'un objet en comptant les pixels d'un objet. Donc si j'ai cette image et que je veux estimer l'aire de mon rectangle blanc, ici. Si j'ai un échantillonnage fin, qu'on arrive à peine à distinguer ici, je peux compter le nombre de pixels et comparer à quelque chose qui aurait un échantillonnage infini, je vais avoir une erreur qui est très faible de 0,93%. Par contre, lorsque je réduis progressivement mon échantillonnage, par exemple ici je vais avoir une image qui fait 64 par 64 pixels, on voit que forcément sur les bords de l'objet, on va devoir prendre une décision. Est-ce que ce pixel doit être noir ou blanc? Et donc ça va avoir un effet sur mon estimation de l'aire de l'objet blanc. Ici, cette fois-ci, l'erreur est de 1,45%. J'augmente encore une fois mon échantillonnage, cette fois-ci je suis passé à 32 par 32 pixels. On voit d'ailleurs sur le haut et sur le bas du rectangle que cette fois-ci on n'a plus cette zone noire en haut et en bas. Parce que on a des pixels qui sont trop gros par rapport à ce qu'on souhaite distinguer, et donc dans un pixel on avait une majorité de blanc par rapport au noir, et donc tout le pixel a été assigné à la valeur blanche, et donc on perd ce détail d'information. Et du coup, lorsque je fais l'estimation de mon aire, l'erreur augmente légèrement. Je continue cette fois-ci avec une taille 16-16, et là ce qui est intéressant c'est de voir qu'on va avoir un comportement qui est différent sur les coins. Et donc là, mon erreur augmente progressivement, et même si je continue à baisser la taille de mon image, cette fois-ci je n'ai plus du tout ces zones noires en haut, en bas, ni à gauche de mon rectangle, et donc là l'erreur augmente fortement. Ça va rester la même chose sur du 4-4. Donc, que ce soit pour l'échantillonnage et la quantification, ça va avoir un impact assez fort sur la taille de vos images, ce que vous allez pouvoir stocker comme information. Mais comme
cette information, on s'en sert pour faire des traitements des images, pour extraire de l'information depuis ces images, forcément, plus vous allez supprimer de l'information, ou moins vous allez en garder, selon, vous allez pouvoir faire moins de choses avec vos images. Donc, ces choix de quantification et de résolution, ils doivent être pris dans votre chaîne de traitement par rapport à un problème de traitement des images particulier. C'est-à-dire, lorsque vous avez un problème particulier, vous devez vous poser la question quelle quantité d'informations et quelle information j'ai besoin de garder. Voilà qui conclut ce premier module sur la quantification et la résolution.